raconte. Christophe Andelatte. Cette histoire nous vient de Belgique. C'est l'histoire de Françoise, atteinte d'une sclérose en plaques, et qui, après des années et des années de souffrance, décide d'avoir recours à l'euthanasie, qui est légale en Belgique. Son mari Didier Drouven a décidé de raconter cette douloureuse histoire, douloureuse et merveilleuse, dit-il, dans un livre qui paraît aux éditions Kiwi et qui s'appelle « Le Passage ». C'est de son livre que j'ai tiré mon récit. Je l'ai écrit avec ces mots M-O-T-S et avec ces mots M-A-U-X. Histoire écrite avec Tuc Duval de Dieuleveux, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Au début, la sclérose en plaques est une maladie invisible. Un serpent silencieux mais vicieux comme une hyène. Chez Françoise, les premiers symptômes apparaissent en 1995. Des douleurs dans les articulations, des gonflements et une impression de chaleur au niveau des genoux. 12 ans plus tard, en 2007, Françoise entend de plus en plus mal. Et l'année d'après, elle perd les sensations au niveau des fesses, des cuisses et des pieds. Des engourdissements, des fourmillements. Elle est fatiguée tout le temps, sans raison. Votre fatigue est normale, madame. Nous le sommes tous en ce moment. En 2010, Françoise n'a plus de sensation au niveau des doigts. Ses lèvres, ses joues, son nez deviennent engourdis. Et surtout, elle commence à avoir des difficultés à marcher. Ses jambes sont raides et incontrôlables. Elle a l'impression de devoir réfléchir pour bouger. Un jour, je la trouve à quatre pattes sur le parquet, la tête levée vers moi et le regard amusé. « Doudou, viens m'aider s'il te plaît, je ne sais pas comment me redresser. » Pour le moment, on s'en amuse. Maintenant, Françoise ressent des brûlures sur toute la partie supérieure du corps. Et sa vue se brouille, comme si elle regardait à travers un rideau de douche. Madame, malheureusement, le nouvel IRM confirme le diagnostic. Vous êtes atteinte de sclérose en plaques. C'est cette année-là qu'elle devient membre de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Commence alors la longue progression sournoise de la maladie. Combien de conseils et de réflexions ai-je entendu de la part de connaissances, de copains ou d'amis. Ah, mais tu devrais te renseigner sur ce traitement. J'ai entendu dire que ça marchait très bien. C'est inutile, je n'en peux plus. Et parfois je réponds sèchement. Que perçoivent-ils de la douleur de Françoise ? Rien. Ils ont sincèrement envie d'aider. Mais moi, ça me fatigue. En 2011, la canne devient un compagnon indispensable. Françoise est déclarée inapte au travail à 25%. Et nous décidons de déménager pour un appartement en ville, au rez-de-chaussée. Un vrai nid d'amour. Un soir, elle m'appelle sur mon portable. Amour, je ne sais plus marcher. Est-ce que tu peux venir me chercher, s'il te plaît ? Mais t'es où, Françoise ? Je sais pas très bien. Et pourtant, elle connaît le quartier sur le bout des doigts. Elle y est née. Je la trouve adossée à une façade à 500 mètres de la maison. Sa mémoire semble s'être égarée dans l'obscurité de l'hiver. « 2012 est une année difficile, plus douloureuse que les autres. Des amis nous ont invités à Tenerife, aux Canaries. Señoras y señores, bienvenidos a Tenerife Norte. Por favor, continúen con el cinturón de seguridad abrochado hasta que se apague la señal correspondiente y el avión esté completamente parado. Les informamos que en este aeropuerto no se permite fumar. Les 2 premiers jours, Françoise n'éprouve plus aucun symptôme.
Une bouffée d'oxygène. Le temps semble s'être arrêté. Le climat, peut-être, reconnu comme bénéfique pour la sclérose en plaques. En 2013, les douleurs s'accentuent et elles se déplacent. Françoise tombe de plus en plus souvent. « Ne t'inquiète pas, amour, j'ai appris à tomber. » Et c'est vrai qu'elle a développé une technique pour chuter. Elle ne résiste pas, elle ne se raidit pas, elle laisse partir son corps. Mais à présent, son périmètre de marche ne dépasse plus 1 kilomètre. Cette année-là, nous décidons de nous marier. C'est une journée magnifique, remplie de joie, d'amour, de rire et de larmes aussi. François s'est acheté un scooter à 4 roues pour pouvoir se déplacer facilement hors de la maison et notamment aller à son travail toute seule. C'est à 1 kilomètre. Elle est heureuse, à nouveau autonome et libre. Mais un après-midi, un de ses collègues m'appelle depuis le bureau. Elle n'est pas arrivée à monter dessus. On dirait qu'elle est paralysée. Quand je viens la chercher, je vois que cette crise la perturbe. Et à ses larmes, je sens sa déception. Et à sa voix, la colère. Quelques mois plus tard, elle comprend qu'elle ne peut plus travailler. Dans ses notes, elle écrit « Je suis en vie, mais rarement vivante. L'impression d'être dans une salle d'attente des soins palliatifs. Maintenant, elle dort 16 heures par jour, comme un chat. Et quand elle se réveille, elle regarde le mur et elle se rendort, épuisée. J'ai une peur atroce d'être prisonnière de mon corps. Je crains de devenir vieille, laide, et de finir parquée dans un établissement spécialisé. Je ne suis pas suicidaire. J'ai un instinct de vie très fort. Sinon, j'aurais déjà avalé du poison. Nous venons d'entrer dans la phase difficile des étouffements. Ça commence par des toussotements. Et puis ça devient une sorte de râle impressionnant. Elle doit se lever et aller se faire vomir aux toilettes. Les crises peuvent durer jusqu'à 15 minutes. Elle en sort épuisée et livide. C'est angoissant. Je ne sais pas l'aider. En 2015, son état de santé générale se dégrade. Françoise est déclarée en invalidité permanente. Elle va toucher une pension à 51 ans. Didier, j'ai décidé de m'acheter une chaise roulante. Ce choix, c'est elle qui le fait. Et j'en suis ravi. Elle avait toujours refusé ce genre de matériel. Elle vient d'obtenir sa carte d'handicapé pour le stationnement. C'est en 2018 que Françoise signe le document contre l'acharnement thérapeutique. Voilà, très bien. Et vos deux amis doivent contresigner ici et ici. Moi, je ne peux pas signer. Je suis son mari. 2019 est une année de calme avant la tempête. Ses douleurs régressent. Le neurologue lui prescrit du Sativex. Alors c'est un spray qui contient des extraits de cannabis. Ça devrait vous faire du bien. Mais ça lui provoque des migraines intenses. Alors elle abandonne. Et le projet d'euthanasie refait surface, avec l'idée d'arrêter tout traitement. La tempête arrive en 2020. Un orage violent qui dure plus d'1 an. Les pieds de Françoise commencent à gonfler. Et puis ses doigts. Et puis tout son corps. C'est impressionnant.
Moi, mon regard ne change pas. Je vois toujours la jolie femme que j'ai épousée. Je l'aime d'autant plus que je peux imaginer le mal qu'elle ressent en se regardant dans le miroir. Elle n'est plus capable de monter dans la chambre. Désormais, elle dort sur le canapé. Ses crises s'intensifient. Ses doigts se recroquevillent sur eux-mêmes. Ses articulations craquent. Ses épaules se déboîtent. Elle a des crampes aux jambes et aux pieds. Ses yeux se ferment et sa bouche s'ouvre pour crier la douleur. Il m'arrive de la filmer discrètement pendant ces crises. Pour qu'on me croie, je veux que les médecins visionnent ces moments de torture. Je veux pouvoir fournir des preuves. Arrive le Covid et le confinement. Le médecin qui suivait Françoise nous lâche. Pourquoi? On ne le saura jamais. On nous oriente vers un autre médecin. Il est d'accord pour prendre Françoise en charge. Nous allons faire avec elle un bilan approfondi. Ça devrait durer 3 jours. Mais bon, en raison de la pandémie, vous comprenez que vous ne pourrez pas rester auprès d'elle, monsieur. Elle devra rester seule. Mais Françoise ne veut pas se retrouver seule dans cette chambre à l'hôpital. Alors nous attendrons la fin du confinement. Pendant cette période, une belle après-midi d'avril, j'ouvre en grand la porte-fenêtre de la chambre et je vois la voisine sur la terrasse. « Bonjour madame. Dites, je voulais vous dire, si vous arrive d'entendre crier ma femme, c'est à cause de ces crises de douleur. Hein. Je ne la bats pas. » Françoise reste déterminée à avoir recours à l'euthanasie. Donc, monsieur, il faudra que vous et votre femme viennent passer 3 jours ici, à l'hôpital, dans le pavillon des soins palliatifs, pour qu'elle rencontre les médecins et qu'elle partage avec eux ses ressentis et les motivations qui la poussent vers ce choix. D'accord? Et bien entendu, il va falloir qu'on attende qu'un lit se libère. D'accord? 1 mois plus tard, on me prévient qu'une chambre vient de se libérer. La docteure s'assied directement sur le lit, une jambe repliée sur le matelas, la position d'un ami proche ou d'un membre de la famille. Je trouve ça très humain. Elle nous explique le déroulement du séjour, les médecins et les psychologues que Françoise devra rencontrer. Ces entretiens n'ont pas pour objectif de vous juger, d'accord? Il s'agit de mesurer l'état de votre souffrance. Par ailleurs, il faudrait que vous écriviez maintenant un document dans lequel vous signifiez votre volonté d'être euthanasié. Sans ce document, rien ne pourra se faire. Et c'est à partir de cette date, d'ailleurs, que le délai légal de 30 jours sera lancé. D'accord? Je lui tends un petit carnet et un stylo. Tu veux que je te laisse seule? Non, surtout pas. Ta présence est une force dont j'ai sacrément besoin. Sa demande tient en 2 phrases, 6 lignes, une date et une signature. Les mots sont assurés, sans rature, sans tremblement. Je détache la feuille du cahier et je vais la porter dans le bureau au fond du couloir. Et après, je viens tous les jours. Tu sais, je suis entouré de gens très humains, empathiques, compréhensifs. C'est tellement agréable. Le soir, quand je rentre chez nous, je vais dans sa chambre et je respire à plein poumon son odeur sur le drap housse qui recouvre son matelas. Françoise est de retour à la maison. Nous ne
le savons pas encore, mais il ne nous reste que 4 semaines à vivre ensemble. Les amis qui viennent à la maison n'osent pas dire « à bientôt » ou « à la prochaine ». Mon petit loup, je viens d'appeler une entreprise de pompes funèbres. Tu as bien fait, mon amour. Je te préviens, je veux pas de croix sur le cercueil, hein. Et pas de gerbe par-dessus non plus. Hein. D'accord. Quel genre de cercueil aimerais-tu? Fermé, hein, je veux pas qu'on puisse me voir dans le cercueil, je trouve ça immonde. Et quel genre de bois aimerais-tu? Clair? Foncé? Clair. Du frêne ou du hêtre. Surtout pas un bois foncé avec du vernis, hein, des dorures sur la poignée. Nous allons à l'agence des pompes funèbres ensemble. Ils nous proposent un cercueil en osier, une sorte de grand couffin. Ça nous va. Deux semaines plus tard, les crises reprennent de plus belle. Amour, c'est décidé. Je veux faire ça le plus vite possible, j'en ai assez, j'en peux plus. Très bien. Je vais appeler l'hôpital pour les informer. J'appelle l'hôpital immédiatement. Ça serait mieux qu'elle puisse venir une semaine avant, hein, pour que l'équipe fasse sa connaissance. C'est important, hein, qu'une relation humaine puisse s'établir. Et puis, arrive le jour que je redoutais. Nous avons une place de disponible, hein. Elle peut entrer dans le service le 28 juin au matin. Ça vous convient? Il nous reste 8 jours avant le départ pour l'hôpital. Et tous les jours, je me dis, c'est le dernier vendredi, c'est le dernier samedi, c'est le dernier dimanche. Je veux les retenir, mais j'ai conscience qu'ils finiront par m'échapper. Françoise a décidé de faire venir sa coiffeuse. Elle veut être belle pour sa dernière semaine. Et maintenant, il reste la cérémonie à organiser. On passe en revue les photos, les chansons, les textes. Et moi, j'aurai déjà un texte que j'enregistrerai. J'aurai pas la force de le lire moi-même, à haute voix. Françoise a choisi les vêtements qu'elle portera le dernier jour. Je mettrai le pantalon noir et puis une chemise en lin blanc. Tu peux les repasser? Qu'il n'y ait pas de faux plis. Boucle-la, Didier. Ferme-la et reste dispo. Tout ce qu'elle veut, tu le fais. Point barre. Le dernier jour, je lui propose un dernier moment au jardin pour fumer ensemble, elle et moi. Elle fume une cigarette, puis 2, puis 3. Et puis je me mets derrière le fauteuil roulant et je la pousse et nous rentrons dans le salon. Elle regarde une dernière fois le canapé, les livres dans la bibliothèque, le tableau qu'elle aimait tant. Les larmes coulent sur son visage. Nous retournons dans le jardin pour une dernière cigarette. Bon, on se lève et on y va. Le mercredi 30 juin, à 22h55, j'écris sur Facebook. Il y a dans le fond de la forêt des fleurs que personne ne voit. Elles ne sont jamais cueillies. Elles sont très belles et parfument le souvenir des hommes. Les tristesses s'y déposent. Mais leur couleur et leur tendresse les élèvent vers les nuages blancs qui passent. Quand ton âme se sentira un peu lourde, viens me voir. Je te parlerai de ces senteurs de bois et des rires que nous avions. Un parfum ne s'oublie jamais. Le tien est si délicat. Je t'aime. Françoise me répond le lendemain, 1er juillet,
à 7h37. Je mettrai ma main dans la tienne et nous irons voir les fleurs. Je t'aime tellement fort. Françoise prend la grande serviette en papier et elle en fait un chapeau à la Napoléon et elle le pose sur sa tête et elle sourit. Dernière bravoure, dernier baroud d'honneur, dernier pied de nez à la souffrance, à l'index sur le régulateur de débit de la perfusion qui contient la benzodiazépine censée l'endormir. Il lui pose une dernière fois la question. Vous êtes toujours d'accord avec votre décision ? Oui, docteur. Je la regarde. Elle me regarde aussi. Elle semble paisible. Elle ferme les yeux. Je ne sais pas à quoi elle pense réellement maintenant, à cette seconde précise. Elle attend. Et moi aussi. Elle semble s'endormir. Mais non. Elle ouvre lentement les yeux comme pour dire « Je suis toujours là ». L'infirmière administre une seconde dose. C'est long. Ça me semble interminable. Cette fois, elle paraît s'endormir. Son visage devient plus apaisé. Elle se met à ronfler, légèrement. C'est bon signe. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est là que je décide de lui raconter une histoire. Une main posée sur son cœur, l'autre proche de sa tête. Je me penche, tout contre son oreille gauche. Imagine-toi, une très belle petite maison dans les bois, au bord d'un étang tranquille. C'est plutôt une grande cabane de rondins entourée d'arbres merveilleux avec de jolies petites fenêtres pour laisser venir la lumière à l'intérieur. Il y a une terrasse en bois sur le devant et sur le côté. C'est une belle après-midi d'été. Il fait beau et l'air est vraiment agréable. C'est un très bel endroit. Et là, Françoise rouvre grand les yeux. Vous voyez, docteur ? Je m'endors pas. L'infirmière lui injecte une 3e dose de benzodiazépine. Elle ferme les yeux. Le ronflement se fait plus fort. Maintenant, elle s'est endormie. Je le sais. Je regarde la médecin, l'air de dire « Et maintenant ?» Elle me regarde, elle hoche la tête, elle ferme les yeux rapidement. C'est le signal pour qu'elle enclenche la perfusion de barbiturique. Elle va éteindre le cerveau. Je me penche à nouveau sur son oreille et je poursuis mon histoire. Il y a une très jolie femme qui sort de la maison. La lumière de l'après-midi la magnifie. Devant la cabane, il y a un grand étang et un ponton de bois. L'eau est calme. L'étang est bordé de beaux rivages un peu sauvages. La jeune femme se dirige vers l'étang. Elle marche doucement sur le ponton, pieds nus. Il y a un homme qui arrive. Il est grand, élancé, très beau. Il s'avance lentement. Il vient s'asseoir à côté d'elle. On a l'impression qu'ils se connaissent parce qu'ils se regardent avec beaucoup d'amour et de tendresse. Et puis se lèvent tous les deux. Ils marchent sur le ponton. On pourrait croire qu'ils vont rentrer dans la cabane, mais ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent leur chemin et s'enfoncent tout doucement dans la forêt. On ne les a jamais revus. D'ailleurs, la légende dit qu'on ne les reverra jamais et que des milliers de fleurs ont poussé quelque part au milieu des arbres, dans un endroit que personne ne peut atteindre. Tu es l'une de ces fleurs, belle et parfumée. Tu es très belle. Et puis, l'infirmière injecte la dose de curare pour paralyser le cœur et tous les muscles du corps. Françoise a un petit hoquet léger, mais suffisant pour qu'on l'entende, comme le bruit d'un interrupteur. C'est la fin. Je fixe le coin du plafond de la chambre et je lui fais un clin d'œil. Je lui avais dit que lorsqu'elle partirait, elle quitterait son corps et qu'elle se placerait au plafond pour nous regarder.
C'est magique. C'est triste. C'est merveilleux. C'est extraordinairement sublime et terriblement douloureux. La médecin dit « Je vais attendre encore un peu, hein ? C'est mieux. » Je pose mes lèvres sur celles de Françoise. C'est la première fois que j'embrasse un mort, un corps sans vie. Je suis sur ses lèvres et je suis ailleurs, je sais pas où, mais pas là. La médecin s'approche de Françoise avec le stéthoscope. Elle le pose sur sa poitrine. Elle examine ses paupières en les écartant. Je veux pas voir ça. Je reste concentré sur les lèvres de Françoise. Elles commencent déjà à changer de couleur. Elles bleuissent, légèrement. Et maintenant, c'est vraiment fini. Le passage est franchi. Il est 10h40. Nous sommes le 2 juillet 2021. Il fait beau dehors et le soleil du matin entre dans la chambre. Rien n'est morbide. Tout est beau. Avant de partir, je vais saluer une dernière fois le médecin et l'infirmière. Je voulais vous dire merci à vous toutes. Merci pour votre gentillesse. Merci pour votre présence et merci pour votre empathie. Dans la voiture, ma fille, Amandine, me demande « Comment tu te sens, papa ? Soulagé ou triste ?» Soulagé, Amandine. Je pense que la tristesse viendra plus tard. Soulagé que tout ça soit terminé et que ce se soit déroulé dans la sérénité et dans la paix. Je suis parti en vacances dans ton regard. Le temps de cette escapade dans le bleu de la mer m'a fait cingler au plus près des rivages de ton amour. Il s'en est fallu de peu que je ne naufrage certaines nuits. Et c'est aux étoiles de tes yeux que je dois d'avoir pu poursuivre ma route. Me voici à terre. Tes paupières sont closes. Un souvenir né. Je le garderai comme on conserve un rêve. Silencieux. Merveilleux. J'ai tiré cette histoire du livre de Didier Drouven aux éditions Kiwi, Le Passage. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire de Françoise, une Belge atteinte de sclérose en plaques et qui, après des années de souffrance, a décidé donc d'avoir recours à l'euthanasie légale en Belgique. Et cette histoire, je l'ai tirée du livre de son mari, Didier Drouven, qui est là avec moi, un livre qui s'appelle Le Passage et qui est édité aux éditions Kiwi. Votre histoire, Didier, se termine par le mot merveilleux. Et bon, je dois vous dire que quand même si on comprend la démarche de Françoise et la vôtre de l'accompagner, on a un peu de mal à accepter le mot merveilleux. Expliquez-moi pourquoi. Alors, je crois qu'il y a deux choses importantes dans la vie de quelqu'un. C'est l'arrivée, c'est la naissance, et puis le départ, qui est la fin de la vie. Et c'est un moment merveilleux, surtout parce que j'ai pu l'accompagner, parce que j'étais là. Et j'ai l'impression que je l'ai un peu aidé à passer cette étroiture. Et voilà, c'est en ce sens-là que c'était merveilleux. La tristesse et tout ça, la douleur, c'est venu plus tard, c'est venu après, mais pas à ce moment-là.
Je suppose que vous vous êtes posé la question, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans de l'autoconviction? Une manière de tordre le réel pour qu'il vous convienne et qu'il soit supportable? C'est pas impossible, mais j'ai la conviction profonde que la vie terrestre n'est qu'un passage. Je crois très 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 fort dans la vie de l'au-delà. Et je peux pas imaginer un seul instant qu'une vie, avec toute la complexité biologique, toute la complexité intellectuelle, spirituelle, mentale qu'elle contient, s'arrête simplement lorsque le corps s'arrête. Ça me dépasse, j'y crois pas. À quel au-delà est-ce que vous croyez? Alors Dormesson l'appelait A, moi je l'appelle Un, d'autres l'appellent Dieu, ou peu importe. Cette espèce d'énergie de laquelle nous provenons, Sri Aurobindo en parle très 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 bien, et voilà, c'est une énergie que nous avons tous, qui est en nous, et que, comme je dis dans le livre, je pense que nous sommes chacun une manière que la vie a de s'interpréter. Elle disait la même chose? De l'au-delà? Ah non, pas Françoise? du tout. Elle n'était pas du tout sur cette Elle ne ligne. croyait pas du tout à ça. Elle disait pour elle, c'est fini, on tient le rideau, il n'y a plus rien. Et j'ai essayé un peu de la convaincre, et puis voyant que ça ne servait à rien, j'ai pas insisté. D'ailleurs, elle est très claire. Au moment où vous choisissez le cercueil, elle veut pas de croix, elle veut pas de gerbe. Et les obsèques ont été civiles. J'ai pas raconté les obsèques, mais vous les racontez dans le livre. Vous pensez que vous auriez pu faire célébrer ces obsèques, je sais pas, par un curé, alors que l'Église catholique condamne absolument l'euthanasie? Alors, non, pas du tout. Parce que d'abord, je ne crois pas du tout en ce que les hommes ont fait de Dieu. Absolument pas. Donc, je ne crois pas dans toute cette histoire de religion catholique, etc. J'avais déjà eu le même problème lorsque ma mère s'est suicidée. On l'a transportée de la morgue à la tombe parce que les suicidés n'ont pas le droit d'avoir une messe. Par contre, je trouve que l'Église, en tant que bâtiment, est un lieu où l'on peut rendre un dernier hommage, où on peut lui parler, enfin on peut parler aux défunts. En ce sens-là, l'Église est importante. Le reste, non, je n'y crois absolument pas. Non. Est-ce qu'il y a eu des moments, depuis, c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, où vous vous êtes dit, finalement, j'aurais aimé qu'elle reste là avec moi plus longtemps, quelques mois de plus? Alors, ce qui s'est passé avant l'acte final, avant le dernier soin, comme dit le docteur Lelocht, c'est que la médecin lui a proposé de vivre avec une pompe à morphine en lui disant « mais ça ne tiendra pas très longtemps, ça peut durer 1 mois, 2 mois ». À cela, nous avons réfléchi, nous avons dit « tu sais, tu as déjà des difficultés à te lever du lit sans être attaché à une potence qui est reliée à une pompe à morphine. Imagine-toi la souffrance que ça va être. Là, tu vas vraiment devenir tout ce que tu ne veux pas, c'est-à-dire dépendante. » Et le sujet a été réglé en 2 minutes. Mais non, je ne l'ai pas regretté parce que je voulais plus qu'elle souffre. C'est abominable de voir quelqu'un souffrir. C'est vraiment très, très, très difficile. J'ai noté, Didier, que dans ce livre, vous parliez très, 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 très peu de vous, quasiment pas du tout. On aurait voulu quand même savoir ce que vous ressentez au fur et à mesure de l'évolution du projet de Françoise. Vous n'en dites rien. Alors, je n'en dis pas grand-chose parce que, d'abord, le livre, nous étions d'accord pour que j'écrive ce livre. Nous en avions parlé. Je lui avais dit, je vais écrire un livre sur une partie de notre histoire. Et donc, c'est de elle que je parle et pas de moi. Alors, moi, je suis un homme tout à fait quelconque, à la différence peut-être que j'ai découvert la sophrologie à 24 ans et que ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie dans le regard que je porte sur le monde. Et puis, cette croyance très, très, très forte, spirituelle de l'au-delà, m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de force et beaucoup pas du courage, mais de la force, parce que je pense que le courage, on l'a tous en soi, c'est cette force incroyable qu'on découvre quand on vit des choses comme ça. Mais nous l'avons tous en nous. Vous avez accepté son projet tout de suite ou il vous a fallu du temps? Non, j'ai accepté immédiatement. Immédiatement, connaissant d'abord Françoise et connaissant le respect que j'ai pour la vie, de ce que j'avais vécu moi-même dans ma propre vie, je l'ai accepté tout de suite. C'est absolument pas... Nous en avons parlé pour y réfléchir. Mais pas pour savoir s'il fallait ou pas? Non du tout, je savais que si c'était ce qu'elle souhaitait, je l'accompagnerais dans son choix. Alors l'euthanasie en France n'est pas possible, à la différence de la Belgique.
En France, on en est très loin. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui sont contre en France ? Alors, c'est une question très, 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 très difficile parce que je pense que j'ai lu dernièrement un très bon livre du docteur Delort qui s'appelle Le Dernier Soin. Enfin, il prodigue le dernier soin, plutôt que d'appeler ça une euthanasie. Je trouve ça très joli comme formule. Et beaucoup de ses clients, entre guillemets clients, sont français. Or, ce que je peux dire, je ne sais pas. Je pense qu'il est important d'avoir un débat d'idées, d'écouter ceux qui sont contre et d'écouter ceux qui sont pour, mais surtout peut-être de visiter des soins palliatifs, de discuter avec eux et de voir ce qu'est une souffrance, que ce soit la sclérose en plaques, que ce soit un cancer généralisé, peu importe. La souffrance n'a pas de mots. Et de voir ce que ça fait que de voir quelqu'un souffrir. Alors, d'abord, je pense que le débat en France, il est un petit peu traditionnel ou conformiste, je veux dire, parce que la vie, elle appartient à personne. Alors, si on a le droit à l'avortement, c'est quelqu'un d'autre qui choisit. Je trouve aberrant que l'on puisse refuser le droit de mettre fin à ses jours de manière propre. C'est pas un suicide assisté, comme en Suisse, c'est de mettre fin à ces jours dans la décence, dans la pleine conscience aussi, parce qu'il faut distinguer aussi les personnes qui sont pas conscientes et où les proches demandent une euthanasie, c'est encore un autre débat. Mais dans le cadre de Françoise, il ne s'agit pas d'une fin de vie. Elle n'est pas en fin de vie. C'est un peu différent que dans un centre de soins palliatifs, considérer que quelqu'un va mourir dans 15 jours, et qu'il n'y a nulle nécessité de le laisser vivre dans la souffrance 15 jours de plus. Ça n'était pas son cas. Alors, vous avez tout à fait raison de le souligner, parce qu'en plus, la sclérose en plaques n'est pas considérée comme une maladie mortelle. Et ça faisait beaucoup rire Françoise, parce que, elle n'est pas considérée sur le plan médical comme une maladie mortelle. Et puis, c'est quand il y a eu toutes ces crises incroyables que j'ai pu filmer, qu'elle a racontées, et surtout une crise qui s'est passée aux soins palliatifs, que je raconte dans le livre, où le médecin n'en croyait pas ses yeux, n'en croyait pas ses oreilles, de voir un corps se transformer de telle manière. Et lorsque la médecin m'a demandé ça dure depuis combien de temps, j'ai dit 1 an, à quel rythme, 1 ou 2 fois par jour, et qui m'a répondu on ne va pas vous laisser comme ça. Moi, c'est pas moi qu'il faut laisser comme ça, c'est Françoise qu'il faut aider. Donc voilà, il y a cette difficulté, mais lorsque les psychiatres et les médecins ont rencontré Françoise, ils ont vraiment tout de suite remarqué que c'était pas une vie et qu'elle avait droit à l'euthanasie. Je me dis que la France est sans doute sur le point d'accepter l'injection dans les dernières semaines de la vie pour éviter la souffrance. Je ne suis pas certain que la France ira jusque-là, jusqu'à permettre à quelqu'un dont la vie est loin d'être terminée de mourir juste pour abréger ses souffrances, alors qu'il existe des prises en charge de la douleur. Oui, je sais que la France est un pays de débat. C'est la faute de l'Église catholique, peut-être, et du poids qu'elle a chez nous. C'est fort probable, oui, c'est très probable, parce que la religion, la religion catholique n'a quand même pas fait que du bien, et je pense que cette espèce de conformisme d'absolu dans une sorte de règle dictée par une espèce de monsieur barbu qu'on n'a jamais vu, qu'on ne verra jamais, d'ailleurs on ne sait même pas si c'est un homme, je trouve ça un peu grotesque, et c'est la raison pour laquelle je ne crois absolument pas dans ce que les hommes ont fait de Dieu. Dans votre entourage, mais il faut que vous soyez honnête là-dessus. Tout le monde était d'accord ou il y a eu des résistances ? Alors, il n'y a eu absolument aucune résistance, parce que mon entourage était parfaitement au courant des souffrances de Françoise. De nouveau, je rappelle que j'avais très, très, très peu de famille. Ça réglait déjà une chose. Et les quelques amis qu'elle avait, très fortes, étaient tout à fait d'accord. La seule personne qui a émis une petite résistance, c'est sa coiffeuse, qui était d'obédience islamique. Et il y a un beau passage dans le livre elle a décidé de mettre ses valeurs de côté pour venir coiffer Françoise la veille de son départ à l'hôpital, et je lui en étais très, très, très reconnaissant. Vous semblez dire que la prise en charge de l'euthanasie en Belgique est exemplaire aujourd'hui, en tout cas dans l'hôpital où Françoise est décédée, qu'elle est pleine d'humanité. Ça tient à quoi ? Alors, je pense que d'abord, pour travailler dans les soins palliatifs, il faut déjà être quelqu'un de différent. Je pense qu'on n'apprend pas à être empathique.
Et c'est la vie qui se charge de cette leçon, de cet apprentissage. On l'a en soi et puis ça émerge. Et les gens que nous avons rencontrés là-bas, c'était des gens merveilleux. Maintenant, je ne veux pas non plus faire de tout une pièce en or. Il y a aussi des témoignages qui vont à l'inverse et des familles qui n'ont pas reçu l'écoute que nous avons reçue. Donc il y a aussi, je ne dis pas des abus, mais il y a aussi une partie du corps médical faible, je pense, j'ai pas de chiffres et donc c'est difficile d'en parler, mais qui n'ont pas reçu l'attention et l'empathie que nous avons reçues dans cet hôpital très spécialisé où, je rappelle, il y avait quand même 12 infirmières et infirmiers pour 8 chambres. Quelle est la différence entre la loi belge et la loi suisse, vous en avez dit un mot tout à l'heure, qui autorise le suicide assisté? Alors le suicide assisté, on vous donne une capsule ou on vous donne un produit, j'appelle ça des chocolats dans certains endroits, et c'est vous qui avalez le produit. Tandis que l'euthanasie, on vous injecte, on vous demande est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ça? Et si la personne répond oui, alors on injecte le produit. La médecin m'a dit qu'elle n'a rencontré qu'une seule personne qui a fait marche arrière. Qui a fait marche arrière au dernier moment. Je vous remercie beaucoup, Didier Drouven, de m'avoir fait confiance, Merci, de m'avoir Christophe. confié vos mots pour en faire cette histoire. Et je rappelle le titre du livre, Le passage de Didier Drouven aux éditions Kiwi. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.